Bonjour, Paul Barry, le président de PPE. Comment tu vas? Ça va très bien, Bertrand. Alors, merci Paul, hein. On se tutoie, on se connaît quand même depuis un bon bout de temps maintenant, grâce à PPE, Parents Partenaires en Éducation. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, Paul. Je sais combien tu es très, 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 très occupé de par tes fonctions, mais aussi de par tes responsabilités familiales et tes responsabilités en tant qu'enseignant. Tu as trois casquettes un peu aujourd'hui. On va parfois naviguer d'une casquette à l'autre. Donc, on te reçoit comme président du conseil d'administration de parents partenaires en éducation. Mais nous savons également que tu es papa, tu es parent et que tu es enseignant dans la belle ville de Hearst. C'est bien ça? Exactement. Donc, fier papa de trois enfants aussi. Excellent. Alors, Hearst, pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas, c'est la belle ville francophone du nord de l'Ontario. Est-ce que tu veux donner quelques précisions de où se trouve Hearst pour les personnes Oui, qui découvrent? Si vous avez la chance de venir visiter notre petit coin du pays, on est à environ à 950 km au nord de Toronto. Ils appellent ça un bastion francophone où est-ce que la communauté est complètement francophone. Donc, on parle de 94 à 96 des habitants sont francophones. On est quand même à 6 heures du Québec. Donc, les gens pensent qu'on est sur la frontière, mais on n'est pas sur la frontière. On a l'Université de Hearst qui est complètement indépendante, qui a plus que 60 ans d'existence, dont on certifie, qualifie nos gens au baccalauréat en administration des affaires, en psychologie, en histoire, etc. Puis on a aussi un programme d'études en bloc qu'on appelle. Là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir. Les gens qui viennent disent toujours Ah, wow, c'est vraiment différent. Puis là, la ville a même accepté de mettre ça comme slogan. Donc, c'est un petit peu drôle de voir le slogan de la ville s'appeler Hearst, c'est différent, mais c'est vrai que c'est différent. Donc, ça, c'est nous dans le Nord. Excellent, merci pour ce point, Paul. On ne parlera pas de l'Université de l'Est, que j'aime beaucoup personnellement, comme je te l'ai dit déjà une fois. Aujourd'hui, nous parlerons du passé récent, mais aussi des projections hein, dans le monde de l'éducation, évidemment. L'éducation en Ontario, mais peut-être plus spécifiquement de l'éducation francophone, le regard de parents partenaires en éducation. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais souligner que cette émission s'inscrit dans la lignée des conversations, des entrevues que nous organisons, Malisa Capital et Education Consulting Inc., en vue donc de préparer le public, de préparer les esprits au salon sur l'éducation prévu le printemps prochain, printemps 2023. Alors, nous espérons fortement que Parents Partenaires en Éducation sera présent à ce salon conjointement organisé par Malisa Capital et Education Consulting Inc. Première question, Paul, parents partenaires éducation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes un organisme provincial. On est fiers de contribuer à l'édification des parents. L'édification des parents, c'est de les écouter, les éclairer, les accompagner. Donc, ce qu'on veut faire, là, vraiment, c'est entendre nos parents en province. Puis quand, pardon, lorsqu'on parle de parents en province, on parle des parents qui ont des enfants dans le système francophone d'éducation. Donc, c'est vraiment ça. Puis, c'est un organisme qui existe depuis plus de 60 ans, mais je peux vous dire que juste avant la pandémie et à aujourd'hui, il y a eu des changements assez grandioses chez nous pour faire en sorte d'être peut-être un petit peu plus à l'écoute des parents de tout l'Ontario, donc de peu importe la région, que ce soit dans le nord à Thunder Bay, dans la région de Timmins ou dans l'est ou dans le sud de l'Ontario. Donc, vraiment, notre mission, là, c'est d'éclairer, accompagner, outiller les parents d'enfants dans le système francophone, comme j'ai mentionné tantôt, puis de prendre sa place comme parent pour devenir le premier éducateur. C'est bien dit, mais Paul, j'imagine que la mission de PPE
n'est peut-être pas évidente parce que la réalité, on se le dise bien, la réalité francophone en Ontario est diverse. Tout à l'heure, tu nous parlais de la ville de Hearst dont la population est à 96% environ, tu nous as dit francophone. Absolument. Mais une famille francophone de Hearst ne vit probablement pas tout à fait les mêmes réalités qu'une famille francophone de Toronto ou d'ailleurs dans la province. Alors, comment est-ce que finalement, parents partenaires en éducation arrivent à fédérer cette francophonie diverse ontarienne? C'est clair, hein, je veux dire, en Ontario, juste le fait d'être minoritaire, donc être francophone, peu importe où est-ce qu'on est, que ce soit même à Hearst qu'on est majoritaire dans un petit milieu, mais je veux dire, le français, c'est quand même minoritaire en Ontario. Donc ça, c'est un grand enjeu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut sonder les parents. On a fait un sondage en 2021 où est-ce qu'on a été chercher 4337 parents pour nous dire quels étaient leurs enjeux, qu'est-ce qui était important pour eux, qu'est-ce qu'ils voulaient, il était où les difficultés pour eux face à l'éducation. On a refait des sondages aussi en 2022, puis nous, on comptabilise, on analyse ces données-là. C'est de cette façon-là qu'on réussit on essaie de mettre des projets sur pied, des programmes sur pied, puis on a tout redessiné ce que PPE était. Là. Donc, c'est un petit peu en sondant nos parents et aller chercher les données parce que la réalité d'être un francophone en Ontario est similaire, mais est quand même différente. Puis on veut donner la saveur locale de chacune des personnes ou chacune des régions, que ce soit en diversité, que ce soit en immigration, que ce soit, peu importe, là, on veut vraiment être à l'écoute de tous nos parents ici en Ontario, français. Okay. Merci. Là, je vais prendre la balle au bon. Tu as fait allusion à 2 sondages menés par PPE, 2021 et 21-22. Sur quoi porter ces sondages? Est-ce que tu voudrais partager quelques données avec nous de ces sondages? Oui, bien, je pourrais en parler des heures et des heures, là, mais les données étaient vraiment la pandémie est arrivée. Donc, comment est-ce que les parents se sentent? Comment est-ce que ça va à la maison? Avec l'enseignement, l'apprentissage à distance, quels étaient les sentiments, quelles étaient les réactions, puis comment est-ce que les parents étaient dans tout ça? Puis, automatiquement, ça découle sur l'enfant. Donc, on peut savoir ou on peut vous dire que les parents en 2021 étaient en détresse totale. Donc, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est, c'était une détresse totale face à l'apprentissage à la maison. Donc, là, tout à coup, la pandémie est arrivée, les parents étaient lancés à la maison. On devait aider nos enfants, mais on ne savait pas exactement comment. Donc, c'était un état de panique provinciale, peu importe où est-ce que les gens étaient en Ontario. Si on compare avec les nouvelles données, on voit que c'était encore très stressant lors de la dernière section d'apprentissage à la maison, mais on a appris aussi, hein, on a appris à gérer le stress, on a appris à comment aider nos enfants. Donc, même les conseils scolaires ont été à l'écoute, on a communiqué avec le ministre de l'Éducation, etc. Puis, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été mises en place. Donc, on a appris beaucoup de cette pandémie-là, mais c'est clair que l'apprentissage à la maison, c'est encore un sujet qui est très, très, très épineux, puis qui est très, très, très... mais regarde, si je vous dis que les dernières données nous disent que 80% des parents en Ontario disent encore que l'apprentissage en ligne, ce n'est pas une solution de rechange. Là. Ça se compare pas du tout à l'apprentissage à la maison. Là. Donc, ça, c'est une statistique. Je ne sais pas si tu veux que je chante plus loin ou tu veux... De quelle façon est-ce que tu veux? Quelques autres statistiques, pas toutes les données, évidemment, on n'a pas le temps aujourd'hui pour ça et on ne voudrait pas submerger les personnes qui nous regardent de données. Mais oui. Si tu pourrais-tu choisir quelques statistiques? Oui, ben, je peux vous dire que... Oui. Dans la deuxième vague de sondage, on s'est aperçu là, à plus de 77% que l'apprentissage à la maison tombait à 77% sur les épaules de maman. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas sondé, on était curieux d'aller voir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a tombé sur le côté maternel. Là. Donc, tu sais, tout le stress, la gestion, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est allé chercher qu'on ne savait pas. On avait peur aussi parce qu'on a entendu beaucoup dans les premières données, dans les premiers sondages, la première fois, cette détresse-là, hein, cette détresse d'aider son enfant parce qu'on a des familles plurilingues. On a beaucoup de familles plurilingues en Ontario. Donc, que le parent qui appuie son enfant, mais que l'enfant soit dans le système francophone, puis l'autre parent ne parle pas le français. Donc, ça, c'était un gros stress. Puis, on est allé poser la question dans le deuxième sondage.
parce qu'on s'est dit, hey, est-ce que la vitalité, est-ce que la survie du système francophone est en jeu ici, là, parce que est-ce que c'est plus facile pour un parent ou une famille plurilingue de mettre son enfant dans une école anglophone? On était vraiment heureux de voir les données. Donc, 82% des parents qui ont répondu au deuxième sondage n'ont jamais pensé quitter le système francophone. Donc, ça nous a rassuré beaucoup, beaucoup. Donc, c'était une belle donnée, c'était une belle statistique là, qu'on était même heureux d'entendre. Là. Super. Donc, ça montre une fois de plus la confiance, l'attachement et la confiance des parents francophones, francophiles au système d'éducation des langues françaises en Ontario. Mais je voudrais m'attarder, si tu permets, Paul, sur le stress. Que tu as souligné le stress, et je suis parent moi également, et oui, nous avons vécu, mon épouse et moi, ce stress auquel tu as fait allusion là en 2021 et même 21-22. L'étude, l'apprentissage de la maison, pas évident quand on doit travailler également, donc beaucoup de choses à prendre en compte. Mais voici la question. Si les parents sont stressés, les jeunes, les élèves, les enfants le sont aussi, certainement, peut-être même plus que les parents, peut-être. Alors, et cela a forcément eu un impact sur les apprentissages des jeunes, des élèves. Avec le recul, Paul, comment est-ce que, soit toi en tant que parent, soit toi, président du conseil d'administration de PPE, comment est-ce que PPE ou comment est-ce que toi, parent, tu évalues cet impact-là? Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'impact, les conséquences de la pandémie sur les apprentissages des jeunes en Ontario? Ben, je peux vous dire qu'avec les données, puis par un partenaire en éducation, on peut vous dire que les parents sont optimistes. Ils étaient optimistes de passer à travers la pandémie. Ils ont eu une période très difficile, puis ensuite le stress était élevé, l'isolement et tout. Puis vous avez raison, ça découle directement sur l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut, le post-mortem, ou qu'est-ce qu'on peut en sortir de la pandémie, c'est que c'est clair qu'il y a un retard académique chez les enfants. Ça c'est clair. Comme il n'y a personne qui peut s'obstiner, je veux dire que ce soit en première année, que ce soit à la 12e année, il y a un retard académique. Donc ça, c'est un point de vue négatif. Un autre point de vue, c'est clair que les parents sont fatigués. Ça a vidé les piles, ça a enlevé l'énergie aux parents. Ça a été très, très, très difficile parce qu'on se le cachera pas. On est le premier éducateur, puis on veut aider, mais c'est pas évident pour tous les parents de l'Ontario et pour la majorité des parents de l'Ontario d'aider en mathématiques, d'aider en français, d'aider dans des disciplines que le curriculum a tellement changé. Donc, l'épuisement des parents, mais il y a eu aussi l'épuisement tout le corps professoral, puis tout le côté académique. Donc, tout ce côté-là a été écrasé aussi par l'énergie. Mais ce qui est positif, c'est que je pense qu'on peut se dire que on ne peut pas mettre un plan de redressement. Donc, on a parlé avec le bureau du ministre, des choses comme ça. Donc, c'est clair qu'on veut faire un rattrapage, mais il faut être réaliste dans tout ça. Puis, on ne peut pas mettre du stress additionnel sur nos enfants et dire, regarde, par la fin de cette année scolaire ou par la fin de l'année scolaire prochaine, on va avoir à rattraper ce manque-là, ce manque à gagner. Donc, il faut être réaliste, il faut se fixer un plan à moyen et long terme pour pouvoir aller chercher les notions et les données, l'information qui nous manque. Donc, mais ce qui est positif, c'est que si jamais on a besoin de retourner à l'apprentissage à la maison, l'Ontario a appris beaucoup. Puis on sait comment maintenant être un peu plus préparé. Puis vous l'avez mentionné, hein, l'avantage d'un parent qui s'implique dans l'éducation de son enfant, bien, ça va améliorer son rendement. Ça va s'assurer qu'il y a une meilleure réussite à l'école, même une meilleure réussite dans la vie. Ça va améliorer son bien-être, je veux dire. Puis si le parent s'implique, puis c'est ça qu'on dit, nous, à PPE. Donc, plus que le parent s'implique, bien, il va avoir une motivation accrue, un bon comportement, peut-être des bonnes habiletés sociales, des notes plus élevées, comme j'ai mentionné, une synergie positive au niveau de la famille, puis même avoir le goût de continuer, tu sais, d'aller dans un programme d'apprentissage par la suite, d'aller dans un programme collégial ou faire l'articulation du collège vers l'université ou même aller à l'université. Donc,
Ça a été difficile. Ça a été difficile, mais il ne faut pas oublier que ça n'a pas juste été difficile pour les parents de l'Ontario, ça a été difficile pour les parents de la planète au complet, là. Donc, moi, je pense que PPE, on peut dire qu'on a essayé de faire le plus possible. On rejoignait les parents, on faisait des ateliers en soirée. Tous les jeudis soirs, on avait des soirées thématiques où est-ce que c'était sur le stress, c'était sur rire, sur comment est-ce que je fais pour faire ceci avec mon enfant. Hey, j'ai besoin d'aide dans telle chose. Donc, chaque jeudi soir, on avait des sessions d'information. Puis on l'a fait pendant la pandémie. Puis ça a été positif chez PPE. Là. Fait que il y a eu du bien quand même. Faut pas juste focusser sur le négatif. Tout à fait. Tu faisais allusion à la planète, hein. Les données de l'UNESCO montrent que un enfant sur 5 à travers la planète, malheureusement, a vu ses apprentissages interrompus à cause de la pandémie, hein. Dans beaucoup de pays, l'Internet soit n'est pas tout à fait fonctionnel, en tout cas dans certaines régions, ou bien enfin la qualité n'y est pas. Et il y a des écoles dans beaucoup de régions ici et là sur la planète. Beaucoup d'écoles ont fermé carrément. Donc les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Okay? Donc voilà, un enfant sur 5, selon l'UNESCO, a perdu complètement ses apprentissages. Et j'ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a quelques semaines encore, je discutais au téléphone avec un directeur d'école d'une région éloignée ici au Canada, qui me faisait savoir pardon, qu'il a vu revenir à l'école des jeunes qu'il avait perdu de vue depuis 2 ans. C'est-à-dire que les 2 ans de pandémie ne venaient pas à l'école. L'école était plus ou moins ouverte selon les vagues, les différentes vagues. Il y avait plus ou moins un apprentissage en ligne, encore que toutes les familles dans cette région-là, m'a dit le directeur, n'ont pas accès à l'Internet. Bref, voilà un peu le tableau planétaire, le tableau général. Et même en Ontario, je sais que je discute avec beaucoup de parents. Et dans certaines régions de l'Ontario, l'accès à l'Internet n'est pas toujours évident à 24 heures sur 24, à tout moment. Donc, il y a des parents qui, soit faute de moyens, parce qu'il y a des coûts, hein, plus on veut un Internet rapide, plus ça coûte cher et malheureusement, toutes les familles n'ont pas forcément les moyens de prendre la meilleure connexion qui soit, alors, etc., etc. Même en Ontario, cela n'a pas été évident non plus pour toutes les familles, avoir un ordinateur ou des ordinateurs. Si on a 2, 3 enfants en âge scolaire à la maison, ça demande 2, 3 ordinateurs, ce qui n'était pas à la portée de toutes les écoles, celles qui ont pu fournir des ordinateurs ou de toutes les familles. Voilà le tableau. Tu as fait allusion aux ressources aussi disponibles offertes par PPE, notamment les conversations. Et j'en profite pour annoncer que le 20 octobre, donc jeudi 20 octobre et jeudi 27 octobre, j'anime pour le compte de PPE 2 conversations. Une qui va porter sur comment les parents peuvent soutenir les apprentissages de leurs enfants. Donc, après la pandémie, comment soutenir votre enfant dans ses apprentissages. Ça, c'est le jeudi 20 octobre. Et une semaine après, le 27, après la pandémie, comment soutenir le développement émotionnel de votre enfant. Donc, PPE vous y invite très, très fortement. Il suffit d'aller sur le site internet de PPE et de s'inscrire donc pour ces 2 conversations-là. Si tu me permets, Bertrand, bien sûr, Paul. C'est la beauté de PPE. Je veux dire, vu la pandémie, vu tout ce qui s'est passé, on est capable d'aller chercher des gens comme toi, puis des experts partout en province pour répondre aux besoins de nos parents, puis de dire, regarde, êtes-vous intéressé par un sujet comme ça? Oui, vous êtes intéressé. Puis on a eu beaucoup de participation. Il y a des soirées qu'on peut avoir 60, 70 personnes. Puis il y a des soirées que, tu sais, je veux dire, qu'on peut avoir 10, 12 personnes, mais c'est quand même intime, c'est vraiment bien. Puis le retour de nos parents, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut aller toucher à plein de sphères puis plein de besoins avec finalement la technologie. Puis une dernière petite chose que je peux ajouter sur, on a entendu aussi, là, je veux dire, il y a tellement de régions rurales en Ontario, puis c'était le cas aussi, là, je veux dire, avoir Internet dans une zone rurale, c'est quelque chose, mais de tout le monde tomber en apprentissage à la maison, puis tout le monde travailler de la maison, l'infrastructure ontarienne n'est pas assez forte partout pour soutenir tout ça. Donc, il y a eu des réseaux qui sont écrasés, il y a des conseils scolaires qui ont apporté des
des technologies satellites pour aider à des régions, etc. Donc, je pense qu'on réalise qu'on a de la bonne technologie, mais on a beaucoup d'investissements aussi à faire pour soutenir nos familles ontariennes dans ça, là. Voilà, je crois que c'est une des grandes leçons de la pandémie, Paul. Euh, Ça m'amène à cette question-ci. La pandémie est arrivée, on ne l'attendait pas, mais les experts sanitaires nous disent que ce n'est peut-être pas la dernière pandémie. Ou si ce n'est pas une pandémie qui pourrait nous frapper plus tard, là, une autre, on pourrait, le monde, hein, l'Ontario, le Canada, pourrait vivre d'autres formes de perturbations. Alors, comment est-ce que PPE, comment est-ce que le système d'éducation de la langue française, le ministère de l'Éducation de l'Ontario, tous les partenaires, là, toutes les personnes, les organismes qui tournent autour de l'éducation en Ontario, comment est-ce qu'on pourrait mieux se préparer à d'autres éventualités du type pandémie ou autre? Mais je pense qu'il faut revenir à la base. Puis la base, c'est qu'on est un système francophone, puis on est francophone dans une province anglophone. Donc, déjà en partant, je l'ai mentionné tantôt, j'ai fait un petit peu allusion, là, mais on est minoritaire dans un bassin de anglophone. Donc, comment qu'on peut mieux se préparer? Ben, on a parlé de la fatigue des parents, on a parlé de la fatigue des gens en éducation. Donc, il faut assurer une rétention puis un recrutement au niveau de l'éducation. Là, je veux dire, on parle, les données du gouvernement eux-mêmes disent qu'on va être en pénurie d'enseignants dans les 5 à 8 prochaines années. On parle de entre 1500 à 3000 enseignants. Donc, il faut avoir un système, il faut avoir quelque chose qui va inciter les gens à se diriger vers l'éducation parce que c'est une vocation, c'est une passion, c'est quelque chose d'incroyable. Puis de pouvoir enseigner un enfant, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Donc, la rétention et le recrutement des enseignants, je pense que ça, c'est quelque chose. Puis là, je dis enseignants, mais je parle aussi de tout le monde, le personnel en éducation, là, que ce soit les aides enseignantes, les éducatrices et tout, et tout, et tout. On veut recruter puis retenir nos travailleurs, nos professionnels, mais on veut aussi recruter nos enfants. T'sais, on veut pas, si jamais on se dirige vers une autre situation similaire au passé, ben on veut pas que les familles, ils nous l'ont dit, là, 80% n'avaient pas pensé changer de système, mais si ça revient, c'est à long terme, est-ce qu'ils vont changer de système? Puis on se le cachera pas, là, si on sort notre enfant du système francophone en deuxième, troisième année, est-ce qu'il va vraiment nous revenir dans 1 an ou dans 2 ans? Donc, tu sais, le recrutement et la rétention de nos élèves, puis pas juste à la maternelle, mais jusqu'au DESSO, là, diplôme, ce qu'on fait pour les garder aujourd'hui et pendant tout leur cheminement là, au niveau secondaire. Puis, ben, on a parlé de nos réalités, là, des familles plurilingues, la diversité et tout, et tout, et tout. Donc, il faut vraiment s'asseoir, là, puis je pense pas qu'on peut juste tourner la page sur ce qui s'est passé. Faut qu'il y ait une analyse en profondeur qui soit faite. Il faut regarder l'infrastructure, il faut regarder le personnel, il faut regarder nos familles. Je pense que personne veut revivre ce qu'on a vécu pendant les 2-3 dernières années. Puis, il faut définitivement qu'on ait appris de ça, mais il faut le faire comme il faut. Il faut vraiment l'analyser. Puis il faut mettre en place les choses, puis il va falloir investir, puis il va falloir revendiquer ce que nos parents nous disent. Là. Donc, nous, on s'engage à continuer à questionner nos parents, à continuer à aller voir, puis reposer encore des questions. 1 an plus tard, comment êtes-vous maintenant? Est-ce que le stress a baissé? Est-ce que l'isolement est mieux? Est-ce que votre enfant... T'sais, juste se faire dire dans un sondage que mon enfant recommence à sourire, là, c'est gigantesque. Là. Donc, on le sait qu'on veut voir nos enfants heureux, on veut les voir sourire, on veut que l'école, ce soit une deuxième place pour eux, ce soit comme une deuxième maison pour eux. Il faut tout rebâtir ce qui a été perdu. Je veux dire, il y a des enfants qui me disaient cette semaine, c'est la première fois que j'ai une activité avec tout le monde dans un gymnase. Ben, c'est fantastique, puis ils étaient heureux, mais avant, on prenait ça pour acquis, on oubliait que c'était normal, mais là, il faut rebâtir tout le côté social de l'humain là, et de l'enfant et de la famille. Et ce n'est pas évident, et ça prend du temps, et ça prend une conjonction d'efforts, hein, comme tu le mentionnais, les différents partenaires. Là. Un des points importants, tu l'as dit tout à l'heure, Paul, c'est le recrutement et la rétention des enseignants, du personnel de l'éducation, éducateurs, éducatrices spécialisés, voilà, les psychologues, toutes les personnes qui gravitent là autour des écoles. PPE est-il favorable ou non à ce que la formation des profs, hein, des enseignants, enseignantes en Ontario
soit ramené à 1 an. On sait que moi, par exemple, quand j'ai fait mon bac en éducation, dans une université ontarienne, la formation durait 1 an, une année universitaire, une année académique. Quelque temps après, elle est passée à 2 ans. Quelle est la position de PPE? Est-ce que ce ne serait pas préférable de ramener la formation à 1 an afin justement de pallier à cette pénurie qui commence à frapper les conseils scolaires? Que dit PPE par rapport à cette question? Bien, que dit PPE? C'est une grande question, mais je peux vous dire qu'est-ce que les experts, puis qu'est-ce qu'on entend, puis qu'est-ce qui vient de partout. On peut facilement dire qu'avant que l'École des sciences de l'éducation soit ajoutée ou mise sur une période de 2 ans, l'AFO, l'AEFO, donc l'AEFO, c'est le syndicat des enseignants-enseignantes, l'AFO, c'est l'Association francophone de l'Ontario, dont Carole Jolin est le président en ce moment. Tous les intervenants au niveau en français disaient il y a déjà un manque, il y a déjà une pénurie, il y a déjà une lacune, il y en manque des gens. Cette décision-là, je crois, d'après ce qu'on entend, que c'était une décision politique, puis c'était pour plutôt le côté anglophone, parce qu'il y avait beaucoup d'enseignants. Donc, en faisant ça, ça faisait en sorte que les enseignants, peut-être, ils devenaient un peu plus spécialisés, mais il y avait déjà une lacune, un manque au niveau des francophones. Donc, est-ce que PPE se positionne officiellement? On ne se positionne pas officiellement, mais ce que les gens autour de nous disent, c'est que cette faculté de 2 ans a définitivement écrasé. Je veux dire, si on parle de 3000 enseignants qui pourraient manquer dans les 5 prochaines années, c'est incroyable. Donc, est-ce que, tu sais, on veut quand même avoir de la qualité. Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Est-ce qu'il y a moyen de le réduire? Puis on parle de 2 ans, mais ce qu'on oublie de dire, c'est toutes les qualifications au niveau secondaire. Je veux dire, si on regarde, il n'y en a plus de spécialisation au niveau secondaire, comme c'est très difficile pour une personne qui veut devenir un enseignant en affaires et commerce. C'est enseigner le marketing, l'informatique, ces choses-là. Ce sont des didactiques qui ne s'offrent même plus en province. Donc, il faut regarder plus. C'est plus grand que le 2 ans retombé à 1 an. C'est de réoffrir la gamme de services qu'il y avait avant. Parce que tu as complètement raison, Bertrand. 5, 6, 7 ans passés, il y avait une belle brochette de cours qui était offerte pour les gens qui se dirigeaient en enseignement, tant au niveau secondaire qu'élémentaire. Mais on semble avoir oublié le côté technique. On semble avoir oublié les spécialistes du niveau secondaire. On semble avoir prolongé ou ajouté sur 2 ans. Mais on n'a pas gagné. Donc, il faut se questionner certainement pourquoi c'est pas mieux. Donc, on a 2 ans, mais on a moins de spécialistes, on a moins. Faut définitivement que ça soit réévalué, ça c'est clair. OK, donc PPE officiellement ne se prononce pas dans ce débat, mais tu nous l'as dit, il y a des experts autour de vous, autour de l'équipe de PPE qui pensent que ce serait préférable de ramener la durée de formation à 1 an dans la province, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, c'est clair. Lorsqu'on rencontre le ministre ou le bureau du ministre, etc., nous, on revendique ce qu'on entend de nos parents. Mais nos parents ne nous l'ont pas dit encore. Nous, on est la voix des parents. On n'est pas la voix des enseignants. On n'est pas la voix des autres. On est la voix des parents. Donc, lorsque nos parents vont nous le dire, puis lorsqu'on va avoir des données, c'est clair qu'on va agir. Là. Mais notre premier objectif, c'est de répondre aux besoins de nos parents qui, finalement, va mener vers là, mais on n'est pas rendu là encore. C'est ça. OK. C'est bien clair. Notre entretien tire vers sa fin déjà. Paul, une question que j'ai très envie de te poser avant qu'on passe à la conclusion. Comment vois-tu ou comment PPE voit-il l'avenir de l'éducation de langue française en Ontario, mais disons dans les 5, peut-être 10 prochaines années? C'est une grande question. C'est vraiment une grande question. Je veux dire, c'est clair que dans les 5 à 10 prochaines années, il va devoir y avoir une restructuration. Je veux dire, il va devoir qu'on regarde les curriculums en Ontario. En moyenne, les curriculums ont 10 ans. Je veux dire, comment enseigner quelque chose d'actualité lorsque ton curriculum est 10 ans en retard, 15 ans en retard. Il y a des curriculums jusqu'à 15 ans. Donc, une restructuration, l'implication, l'ajout des technologies, comment qu'on voit l'éducation, on voit ça, un programme de collaboration entre les parents, qui sont les premiers éducateurs, nos enfants et le ministère. Puis, on
On est chanceux parce qu'on est capable, les parents nous parlent, puis lorsqu'on leur pose des questions, on est capable d'avoir des données et des réponses. Donc, on s'engage à continuer à écouter les parents, on s'engage à continuer à aller de l'avant, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe pour redevenir peut-être les leaders en éducation au niveau de, tu sais, puis ça va être de penser en français aussi. On a je ne veux pas dire le mauvais réflexe, mais en Ontario, on a tendance à dire, oh, regarde, on va prendre quelque chose qui en anglais, puis on va le traduire en français, mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça soit fait. Faut que ça soit réfléchi en français, il faut que ça soit écrit en français. C'est pas traduire quelque chose qui est en anglais, puis de mettre en français, ça ne répond pas aux besoins des francophones. Les francophones, on a besoin de penser et rédiger, puis avoir notre saveur dedans. Donc, pour le ministère, que traduire, c'était correct, mais là, on est rendu à une place où est-ce qu'on devrait avoir nos propres choses faites par nous, puis pour nos enfants aussi. Puis, je veux dire, ça semble banal un petit peu, là, mais c'est un gros, gros, gros enjeu. Puis, on parle de ressources, on parle de financement, on parle de plein de choses, mais avec des experts comme vous sur le terrain, ça peut être de plus en plus facile, peut-être d'aller chercher puis de produire du matériel francophone, tu sais, franco-ontarien pour nos Français, nos francophones ici. Là. Fait que j'ai pas beaucoup répondu, mais restructuration, réfléchir en français, vivre en français, puis produire des choses pour les Français, là, c'est des francophones. Je pense que c'est une des premières étapes qu'il faut regarder. Là. Le message est très clair, Paul, nous le savons. Hein. Derrière chaque langue, il y a une pensée, il y a une culture, il y a un vécu, il y a une histoire, il y a une vision du monde, il y a un regard là sur, voilà, il y a une réalité ou des réalités. Donc, le fait de traduire, d'ailleurs, traducteur, on nous l'a appris, hein, ça signifie traître. Hein, l'étymologie de traduction, traducteur, c'est traître. Donc, quelque part, le fait de traduire, on manque quelque chose dans la traduction. Il vaut mieux écrire, penser dans la langue française notamment, pour nous francophones. Maintenant, ton mot de la fin, là, Paul, j'aimerais que tu t'adresses à deux types de parents. Ça peut être le même message ou deux messages différents. Il y a le parent francophone qui vient d'arriver dans la province. J'en rencontre là, qui vient peut-être d'Ukraine, qui vient du Liban, qui vient de Côte d'Ivoire, qui vient de France, qui vient de un peu partout sur la planète et qui se cherche, qui ne comprend pas, qui est encore un peu perdu, un peu égaré, etc., etc. Un message pour ce parent-là et un message pour, un peu plus général, je dirais, pour les parents francophones, francophiles, qui sont dans la province depuis longtemps, qui connaissent le système, qui ont compris comment ça fonctionne, peut-être qu'ils veulent s'impliquer à PPE, qui veulent donner de leur énergie, de leur temps. Qu'est-ce que tu dirais à ces deux groupes de parents-là, Paul, pour terminer? Mais je dirais que le message est vraiment semblable parce que c'est une illusion qu'on s'aperçoit à PPE que les parents connaissent le système puis savent comment que le système fonctionne. Donc, c'est un petit peu une illusion. On prend pour acquis que les parents, que ça fait des années et des années, sont ici, sont conscients du fonctionnement, etc. Mais c'est un infime pourcentage, c'est un petit pourcentage d'eux qui connaissent vraiment le système. Donc, comment qu'on fait? Mais moi, je pense que parents partenaires en éducation, hein, ça le dit, parents partenaires en éducation, on vous demande, venez voir notre site web, inscrivez-vous, venez voir ce qu'on a à vous offrir. Je veux dire, on a mis en place un système de consultation des parents qu'on appelle les CCR, donc les comités de consultation des parents. Puis chaque conseil scolaire on a des parents, puis on les aide, on les forme, on les écoute, puis on donne la parole à tout le monde. Je veux dire, on a tellement grandi les services chez PPE. On a passé d'un employé à une dizaine d'employés. On a maintenant une coordonnatrice avec les Premières Nations Inuit et Métis. On a aussi, avec les nouveaux arrivants, on a un employé qui est fantastique. On a je pourrais quasiment dire un département maintenant qui va faire l'accueil des parents qui arrivent de l'extérieur, puis comment est-ce qu'ils font pour naviguer cette grosse bébite qu'on appelle le système d'éducation en Ontario. Donc, on a beaucoup de services pour les parents. Comment on fait pour faire ça? C'est d'aller sur le site web de Parents partenaires en éducation, c'est de s'inscrire à la
voyons, à l'infolette. Puis je peux vous dire que, regarde, on a écouté des parents en Ontario, puis les CCR, un des premiers projets des CCR qu'on va lancer le 24 octobre prochain, c'est un aide-mémoire familiale. Les parents nous ont dit, OK, on a besoin, puis c'est super bien fait. Ce sont tous des petits post-it avec tous des hyperliens, puis c'est tout visuel, donc on va cliquer sur ça. Puis c'est, OK, qu'est-ce que je fais dans telle situation? Qu'est-ce que je peux faire dans telle situation? Donc, c'est de commencer à prendre sa place comme parent, puis c'est de s'impliquer au niveau de l'apprentissage de ses enfants. Mais par un partenaire en éducation, on veut définitivement vous appuyer, puis on regarde à avoir des navigateurs, des personnes en région, peut-être pour le Nord. Donc, on a plein de beaux plans à long terme, mais on a tellement de matériel, tellement d'aide qu'on peut vous partager. Là. Donc, par un partenaire en éducation, sur le site web, inscrivez-vous à l'infolette, puis vous allez voir que ce soit pour un parent, comme vous dites, qui arrive de l'extérieur du pays, on va vous appuyer dans ça, on va vous aider à naviguer cette grosse bébite de l'éducation, puis on va vous appuyer le mieux qu'on peut dans tout ça. Là. Voilà, c'était le mot final de Paul Baril, président du conseil d'administration de PPE, Parents Partenaires en Éducation. Merci une fois de plus, Paul. Merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu fais pour l'éducation de langue française en Ontario. Et j'ai même envie de dire, à l'échelle du Canada francophone, puisque PPE collabore avec d'autres organismes de parents de langue française à travers le pays. Et j'ai le privilège de te côtoyer depuis à peu près 2 ans maintenant. Je peux voir comme ça combien tu t'impliques et combien ta contribution est précieuse. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à PPE également. Et au plaisir, Paul, de se reparler tout prochainement. Absolument. Ça va nous faire plaisir d'assister puis de contribuer avec vous. Merci. Cher public, merci pour votre attention. Je suis Bertrand Defoe, consultant en éducation. Cela m'a fait plaisir donc de conduire cet entretien. Je vous donne rendez-vous tout prochainement pour une autre conversation, évidemment toujours sur l'éducation. Merci également à Malisa Capital qui co-organise donc au printemps prochain le salon sur l'éducation au Canada. Merci à toutes et à tous et à bientôt.